20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Bonsoir et bienvenue sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Vous êtes bien dans Storytelling, votre rendez-vous culture et divertissement hebdomadaire. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour encore une fois une émission à la maison afin de respecter au mieux les recommandations sanitaires du gouvernement. Ce soir, notre storyteller devait être, comme vous l'avez peut-être vu passer sur nos réseaux sociaux, le rappeur Lord Esperanza. Malheureusement, il ne pourra pas être parmi nous ce soir, mais je vous rassure, dans moins d'une demi-heure, nous serons en ligne avec un invité avec une histoire complètement folle à vous raconter. Notre storyteller du soir est David Desclos, ancien détenu en cavale pendant 5 ans, qui raconte son incroyable aventure dans le spectacle Écroué de rire. Axel Rebaud nous dresse dans quelques minutes son portrait. Avant cela, l'incontournable CSA de Fréquence ESJ, le conseil de surveillance des artistes représentés par Manon Blangis, déterre les secrets des titres de grands rappeurs américains Kendrick Lamar et Tupac. Et puis il y a eu du changement au palais de justice, puisque à partir de ce soir, c'est maître Philippine Rouvière qui nous révèle les lois les plus absurdes autour du globe. Ce soir également, vous en aviez rêvé ou pas? Ils l'ont fait. Yanis Darras et Alban Gavet de Saint-Germain nous parlent respectivement du budget européen et de Bloc Beauté, ça promet. Et puis de la cuisine, des records, du cinéma, tout ça, c'est dans quelques instants dans Storytelling. Alors surtout, n'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ ou sur tous nos réseaux sociaux avec le hashtag Fréquence ESJ. On est parti pour une heure ensemble dans Storytelling sur Fréquence ESJ. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Et avant toute chose, j'ai une annonce pour vous. Il y a eu du changement, comme je vous le disais il y a quelques instants, au palais de justice, puisqu'à partir de ce soir, ce n'est plus maître Michelin qui nous révèle les lois les plus absurdes. Ne vous inquiétez pas, vous le verrez quand même au cours de cette émission. Et non, c'est Philippine Rouvière qui le remplace. Bonsoir Philippine. Bonsoir Alors Bastien. Philippine. Ah voilà. Bonsoir Philippine, bienvenue. Vous nous parlez ce soir des fossiles législatifs. Alors, un fossile législatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont en fait ces lois totalement absurdes, encore en vigueur en France et dans le monde. Alors, on va commencer avec la France. Et avant de vous dire de quoi il s'agit, je tiens à vous dire, mesdames, qu'on a toutes été hors la loi un jour sans même le savoir. Parce que juste en 2018, il nous était interdit de porter le pantalon, sauf si on tenait par la main le guidon d'une bicyclette ou les rênes d'un cheval. Ce qui arrive franchement pas très souvent. Cette loi vraiment obsolète date de 1800, quand il était considéré que les femmes se travestissaient par le port du pantalon. D'accord, eh ben, conception assez spéciale de l'habillement. Et ailleurs en France, il faut faire très attention, mais cette fois-ci sur les plages. Et oui, parce qu'à Granville, il est absolument interdit de se promener avec un éléphant sur la plage. Je vous rappelle juste que Granville, c'est en Normandie. Et pour tous ceux qui sont déjà allés en Normandie, c'est pas les mêmes plages qu'en Thaïlande, où là, oui, effectivement, il y a plus de chances de croiser un éléphant. Effectivement, mais il fait quand même très beau en Normandie, on le rappelle. Et on voyage un peu là dans le monde cette fois-ci. Pas très loin, on va jusqu'en Suisse. Ouais, la Suisse qui interdit de tirer la chasse d'eau après 22 heures, tout simplement parce que ça fait du bruit. Donc les Suisses sont sûrement plus dérangés par le bruit que par l'odeur. Et oui, le sommeil des voisins, c'est important. Et cette fois, on part aux États-Unis. Et attention aux moustachus qui voudraient aller à l'église. Oui, parce qu'en Alabama, c'est illégal de porter une fausse moustache. Alors pourquoi embêter tous ces chauves de la bouche de porter enfin la moustache, me direz-vous? Eh bien, c'est parce que ça risque de causer des fous rires à l'église. C'est vrai que quand tu es en train de prier, si un faux moustachu se pointe, ça provoque instantanément un fou rire général dans la foule. Qu'est-ce que c'est drôle, les moustachus? Oui, c'est bien connu. Eh ben, merci en tout cas, Philippine Rouvière, pour toutes ces lois un petit peu spéciales et absurdes. On vous retrouve plus tard dans cette émission pour de nouvelles lois. Merci et à tout à l'heure. Et vous êtes bien sur Fréquence ESJ. On est ensemble pour une heure de divertissement dans Storytelling. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter sur le live Facebook et à poser vos questions au cours de cette émission. Pour l'heure, j'accueille le CSA. Le CSA, pour vous expliquer, c'est le conseil de surveillance des artistes. Vous le connaissez maintenant. Sa directrice dévoile tous les secrets derrière la création d'une chanson qu'on peut entendre sur Fréquence ESJ. Et ce soir, Manon Blangis s'attaque à California Love de Tupac et Dr. Dre. Bonsoir Manon. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. California Love, c'est quand même un énorme classique du rap sorti en 96. J'adore. On connaît beaucoup l'histoire, parfait, tant mieux, on connaît beaucoup l'histoire de Tupac, mais pas forcément celle de cette chanson, sûrement son plus gros succès.
On a donc mené une enquête très sérieuse au CSA parce que J'espère. bien sûr, toujours, on est très documenté et je sentais qu'il y avait quelque chose de louche et ça n'a pas raté. On a découvert qu'à l'origine, California Love devait être un single uniquement de Dr. Dre. Il avait d'ailleurs déjà écrit 3 couplets, sauf que Tupac vient de sortir de prison grâce à une personne, Suge Knight, le PDG du label Death Row Records. Et la première chose que fait Tupac est donc de signer avec ce fameux label Death Row et de retourner en studio pour un nouvel album. Et il entend cette chanson California Love, il veut absolument y participer, pas le choix. Selon un collaborateur de Dr. Dre, Chris Taylor, Tupac a posé son couplet en 20 minutes seulement à une fête qu'organisait Dr. Dre chez lui. Et puis il s'est barré tranquillement et il a laissé faire tout le reste à Dr. Dre qui a produit toute cette chanson. C'est souvent comme ça dans les travails de groupe, il y en a souvent qui font pas grand-chose. Et toute la mélodie, le rythme de la chanson est construit sur un seul sample de Joe Cocker. Woman to Woman de Joe Cocker, si vous l'écoutez, vous reconnaîtrez automatiquement tout de suite. Dr. Dre l'a bien sûr refait à sa sauce pour avoir un son plus hip-hop. Et ce n'est pas la seule autre chose qu'on entend dans California Love. On a aussi un bout de dance floor du groupe Zapp, un groupe de funk. C'est la partie Shake Shake It Baby, si vous voyez. Et d'ailleurs, c'est le chanteur de Zapp. Je vois pas du tout, mais c'était magnifique. Vous réécouterez. Et d'ailleurs, c'est le chanteur de Zapp, Roger Troutman, qui fait aussi le refrain de California Love. Vous savez, il le fait avec une voix assez modifiée, il utilise une talkbox. Mais au final, quand on regarde bien Tupac, je l'aime bien, mais quand même, il s'est pas foulé. C'est lui qui en fait le moins dans ce groupe. On est d'accord, Bastien? Non, vous êtes quand même un peu mauvaise langue avec Tupac. Mais bon, quand même, il y a le rap, donc avec Dr. Dre, sur la vie en Californie, les soirées, la créativité, mais aussi les gangs et les crimes. C'est ça, c'est ce qu'on comprend en tout cas, mais Tupac a assuré au Rolling Stone Magazine: je ne veux pas que ça soit à propos de la violence, je veux que ça soit à propos de l'argent. Bon, je pensais qu'on parlerait d'amour pour une fois, mais visiblement, on ne peut pas tout avoir. Et oui, c'est souvent ça dans le gangsta rap américain. Donc pas de violence donc pour California Love. Mais si Tupac a déclaré ça quelques mois seulement avant son assassinat, bien sûr, où Suge Knight, d'ailleurs son producteur, a été suspecté. Merci Manon Blangy. C'est maintenant l'heure de retrouver Florian Michelin. Je vous le disais tout à l'heure, ce n'est plus Maître Michelin maintenant et ça va arriver plusieurs fois dans cette émission. On va le retrouver. C'est notre nouvel expert des réseaux sociaux. Et il a donc quitté sa robe d'avocat pour répondre à une question qu'il vous a posée, en tout cas pour prendre vos réponses, puisqu'il vous a posé une question sur Twitter à propos de l'application Stop Covid, qui vient d'ailleurs d'être approuvée par l'Assemblée nationale. Bonsoir Florian. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. Oui, la question qu'on vous a posée, c'est: est-ce que vous allez installer l'application Stop Covid sur votre téléphone? Et on commence fort avec une réaction de Didier sur Facebook. L'application Stop Covid, c'est comme les applis de rencontre, sauf qu'au lieu de voir avec qui tu pourrais coucher, tu vois qui a le Covid, #résigné. Didier, ça se voit que c'est un grand romantique. Ne vous inquiétez pas, vous finirez par trouver chaussure à votre pied, peut-être avec Eugénie dans le même style. Elle nous dit sur Twitter: plutôt que de créer une application contre le Covid, on pourrait faire une appli contre les mecs infidèles, parce que moi, j'en peux plus. Eugénie, calmez-vous, détendez-vous. Je crois qu'Eugénie a des comptes à rendre. Oui, mais faut qu'elle respire un grand coup, qu'elle prenne un bol d'air frais, qu'elle sente la nature autour d'elle. Dites-vous qu'il ne vous méritez pas. Soyez en harmonie, aimez-vous tel que vous êtes, et dites-vous que vous avez de la chance d'être vous. Et contactez un professionnel, parce que moi je suis pas un love coach, j'ai même des problèmes en ce moment avec ma copine. Je voulais gérer ça avec Bastien et moi je reviens dans 10 minutes. En tout cas, bon courage Florian pour vos problèmes avec votre copine. On espère que ça va s'arranger. En tout cas, nous on vous retrouve dans quelques minutes et plusieurs fois au cours de cette émission pour continuer à faire un tour du côté des réseaux sociaux. Merci à vous Florian. Et en attendant, j'espère que vous qui nous regardez, vous avez faim, puisque c'est l'heure pour notre chef Mathilde Couvillère-Fornoy de dévoiler sa carte du jour. On l'a vu depuis le déconfinement, avec les beaux jours qui arrivent, nous sommes de plus en plus à nous réunir entre amis ou en famille. Et pour ça, quoi de mieux que de se réunir dans la nature autour d'un bon pique-nique. On commence avec une recette salée ce soir. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Bastien. C'est vrai qu'avec les beaux jours et la réouverture de certains parcs pour les zones vertes, ça nous donne envie de pique-niquer, mais souvent, j'ai remarqué qu'on ne savait pas quoi apporter. On prend généralement des chips ou des sandwichs tout simples et on se dit que ça fera l'affaire, alors qu'en fait, on pourrait faire beaucoup mieux. Ouais, c'est déjà pas mal les chips et les sandwichs, mais vous allez nous dire comment faire mieux. Vous allez nous donner, j'imagine, une recette de salade de pâtes ou de riz, comme d'habitude.
Mais bon, ça aussi, c'est la base en pique-nique. Et comme chacun a sa propre recette, je préfère pas vous donner la mienne. On va faire autre chose. Pour votre futur pique-nique, vous allez faire un cake au jambon et aux olives. C'est super bon et ça tient au corps. Alors, pour cette recette facile à faire, j'imagine, ouais. oui, vous connaissez quand même, Bastien. Et bon, pour cette recette facile à faire, vous devez d'abord beurrer un moule à cake qui ira ensuite au four. Puis, dans un saladier, vous cassez 4 œufs, vous ajoutez un pot de yaourt nature et une fois que le pot est vide, vous le gardez et vous en servez comme verre doseur en le remplissant d'huile d'olive. Vous ajoutez ensuite 3 pots. Oui, c'est très malin, ouais. Et vous ajoutez ensuite 3 pots à yaourt de farine, la moitié d'un sachet de levure chimique et vous mélangez le tout. Une fois que vous obtenez une pâte bien lisse, vous ajoutez 100 g de dés de jambon et 100 g d'olives vertes dénoyautées et coupées en morceaux. Vous mélangez le tout et vous versez votre préparation dans votre moule à cake. 40 minutes au four et 180 degrés, et c'est prêt au four. Eh ben, merci Mathilde. En tout cas, c'est super clair comme recette. Si vous voulez la refaire, n'hésitez pas à vous repasser un petit peu au ralenti la recette. Vous avez aussi une recette de boisson pour accompagner tout ça, histoire de faire un peu couler le cake au jambon qui tient un peu au corps. Oui, c'est ça. Bien sûr, le cake donc, se mange très bien froid, d'où l'utilité de le manger en pique-nique. Donc, vos amis seront épatés par cette recette, mais ils le seront encore plus si vous faites de l'ice tea maison. Alors, comme on le sait tous, cette boisson est hyper sucrée. Alors, ma recette est meilleure pour votre santé et celle de vos amis. Pour faire de l'ice tea à nous. Voilà, oui, bien sûr. Pour faire de l'ice tea à la pêche maison, vous faites bouillir de l'eau et vous ajoutez 2 sachets de thé à la pêche. Vous en mettez plus s'il y a beaucoup d'eau et vous laissez infuser pendant 15 minutes. Puis vous laissez le thé refroidir un peu et vous ajoutez un citron pressé et 2 cuillères à soupe de sucre. Vous coupez ensuite une pêche en petits morceaux et vous les mettez dans le thé. Et vous mettez ensuite votre boisson au frigo pendant 6 à 12 heures et votre ice tea pêche maison sera prêt pour votre pique-nique. Eh ben, merci Mathilde. Moi, en plus, j'adore ça, l'ice tea, personnellement. Donc, grâce à vous, maintenant, je sais ce que je pourrais apporter en pique-nique. Toutes les recettes, on vous le rappelle, sont à retrouver sur la page Facebook et le site de Fréquence ESJ. Elles sont écrites, ce sera plus facile pour vous pour les revoir et les tester chez vous. En tout cas, Mathilde, vous, on vous retrouve tout à l'heure pour cette fois-ci une recette sucrée pour accompagner tout ça. Et en attendant, ça fait déjà bientôt 10 minutes qu'on est ensemble sur Fréquence ESJ. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Pour l'heure, on retrouve Samuel Mesberg et ses records à battre. Aujourd'hui, Samuel, pour fêter votre anniversaire, et oui, joyeux anniversaire Samuel. Merci beaucoup. Voilà, et pour fêter ça, on vous retrouve avec un record qui a mis en valeur une bonne cause, histoire de bien fêter tout ça. C'est ça, je vais vous raconter le record du set le plus long d'un DJ. On se doute bien de l'énergie qu'il faut pour faire un set en soirée. Eh bien, lui, il a mixé pendant, écoutez bien, 30 heures d'affilée. Il s'appelle Thomas, son nom d'artiste, c'est Vanils. Il vient de Lille et mixe à la boîte de nuit du Baron, dans la grande ville du nord de la France. Il explique que pendant le confinement, il voyait beaucoup de personnes faire des lives sur Instagram et il s'est dit qu'il aimerait bien faire pareil, mais en battant un record. Et expliquez-nous un peu ce qu'on fait, c'est DJ set auteur de cette espèce de marathon. Ouais, ça s'appelle des sets marathons. Ça fait une dizaine d'années qu'on parle de ça. Et c'est vraiment quelque chose de très compliqué parce que c'est très long. Beaucoup sont ceux qui n'ont pas réussi à aller au bout de leur idée. Ce n'est pas le cas, par contre, de l'Italien Joseph Capriati, l'ancien détenteur du record du set le plus long avec 27 heures de mix consécutives. Il expliquait que pour tenir autant, il avait un régime alimentaire très spécifique qui lui permettait d'avoir la forme nécessaire pour ce genre de mix très long. Et il paraît que le fameux Vanils, le nouveau détenteur du record, l'a battu pour une bonne cause cette fois-ci. Voilà, c'était pendant le confinement et il a décidé de battre ce record pour aider la Fondation des hôpitaux de Paris et de France. Il avait mis un lien vers une cagnotte qui était disponible pendant toute la durée du live. L'idée était donc de mixer un maximum de temps pour que la cagnotte ait de plus en plus de temps pour se remplir. L'objectif, transformer les fans d'électro en donateurs. Au final, 40 000 € ont été récoltés pour aider la Fondation. Ouais, c'est super, 40 000 €, c'est énorme, donc un bon résultat d'une grande aide pour la Fondation des hôpitaux de Paris et de France. Et voilà, c'est un très bon score, mais on est très 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 loin du record de la plus grosse somme récoltée pour aider. Le Z-Event, un événement gamer français, avait en 2019 récolté 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur en live sur Twitch. Et ouais, 3,5 millions d'euros. C'est un record évidemment pour une somme aussi élevée. Emmanuel Macron avait d'ailleurs salué l'initiative sur son compte Twitter en déclarant notamment « Vous êtes inspirants et vous nous démontrez que tout est possible ».
Et oui, on l'avait vu sur Twitter avec le fameux message Pasteur qui passait souvent. Et pour rappel, l'Institut Pasteur est donc une fondation française privée à but non lucratif qui se consacre à l'étude de la biologie, des micro-organismes et des maladies et des vaccins. Donc un très bon geste de la part de Gamer. Merci en tout cas Samuel Mesberg et encore un joyeux anniversaire de la part de toute la rédaction de Fréquence EJ. Merci et bien sûr, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous regarde qui vous souhaite aussi un joyeux anniversaire. En attendant, c'est l'heure de retrouver une nouvelle fois Florian Michelin pour faire un tour du côté des réseaux sociaux où il vous a posé une question concernant l'application Stop Covid. Qu'est-ce que vous avez trouvé cette fois-ci, Florian ? La question du jour, d'abord, elle n'a pas changé. Est-ce que vous avez installé l'application Stop Covid sur votre téléphone ? Et il y a eu encore pas mal de réactions sur Twitter, dont celle de Geoffrey46. Non, je ne téléchargerai pas l'application. Les informations vont être transmises au gouvernement. Ce sont des parades pour surveiller les gens encore plus. Alors Geoffrey, il est méfiant, Geoffrey. Mais oui, je suis sûr qu'il est du genre à masquer sa webcam, là, comme ça, là, avec du ruban adhésif au cas où on l'observe. Et un jour, t'as dit le mot tennis dans une conversation, ton smartphone a tout entendu, il t'a proposé des publicités pour des raquettes de tennis. Tu te dis que t'as été mis sur écoute, mais redescends, mec, t'es pas Mark Zuckerberg ni Snowden. Personne ne veut savoir ce que tu fais seul dans ta chambre, ça ne regarde que toi. Big Brother is not watching you. Oui, j'ai un bon anglais, vous l'avez vu. Et en plus... C'est vrai, il est magnifique. Merci. Et en plus, il y a plus drôle, il y a Sabri du 77 aussi sur Twitter. Je compte pas installer l'appli Stop Covid. Pas besoin que le gouvernement me suive à la trace. J'ai déjà une mère pour ça. Ça doit être sympa l'ambiance à la maison. On salue quand même la mère de Sabri, du coup. Et en tout cas, vous avez été un peu dur avec Geoffrey, Florian. Vous essayerez d'être un peu plus gentil les prochaines fois, mais on passe le bonjour quand même à Geoffrey au cas où il nous regarde. On vous retrouve, vous, Florian, un peu plus tard lors de cette émission pour de nouvelles réactions que vous êtes allés pêcher sur les réseaux sociaux. Et dans quelques instants, avant de retrouver David Desclos, je vous le rappelle, il est ex-braqueur en cavale. Dans un petit quart d'heure, il a été en cavale pendant 5 ans. Ce sera dans un petit quart d'heure. On vous donne, comme chaque semaine, une idée de film à regarder seul ou en famille. Et ce soir, Théo Grévin, avec lui, on se replonge dans un univers un peu noir. Ça tombe bien, c'est le grand banditisme et la Cosa Nostra. Bonsoir Théo. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. Oui, ce soir c'est Le Traître, un film tiré d'une histoire vraie que je vous présente. L'histoire d'un mafieux dans les années 1980, au moment où l'Italie était dominée par l'organisation mafieuse Cosa Nostra, qui est la plus célèbre mafia sicilienne, qui a clairement dirigé cette partie de l'Italie. Les politiques étaient corrompus, des meurtres avaient lieu tous les jours, une époque d'horreur donc pour l'Italie. Et cette mafia, elle va être trahie par le personnage central du film. Tommaso Buscetta, un ancien mafieux qui a dû se réfugier au Brésil. Magnifique accent italien. Italien LV2, Bastien. Un ancien mafieux qui a dû se réfugier au Brésil après des conflits internes au sein de la Cosa Nostra. Il est alors recherché par ses anciens partenaires et notamment le boss de la mafia, le petit gros Totorina. Alors c'est pas moi qui le prononçais comme ça, c'est son surnom, qui va torturer. Le petit gros, c'était vraiment son surnom ? C'était son surnom, oui. D'accord, sympa. Ils sont sympas dans la mafia en tout cas. Ils sont sympas. Totorina qui va torturer et tuer donc les deux fils de Buscetta, ça c'est moins cool. Révolté avec l'envie de se venger, le boss des deux mondes, comme on le surnomme maintenant, décide de se repentir, de briser l'omerta. Et il va donc rentrer en Italie et collaborer avec les autorités locales. C'est les scènes que j'ai préférées dans ce film, les face-à-face avec le juge Giovanni Falcone en charge de l'enquête. Tout est vrai dans ces entretiens. Lors de ce premier entretien, Buscetta demande au juge qui d'entre eux deux va se faire tuer le premier. Ce sera Falcone qui, malgré une escorte policière permanente, sera tué lors de l'explosion d'un pont. On lui avait pas laissé beaucoup de chance en même temps de s'en sortir. 600 kilos d'explosifs étaient placés sous un pont qui a explosé au moment où c'était vraiment pour être sûr. Ah oui, là, il n'avait pas de chance de s'en sortir. Malgré ça, les 2 mois de conversation tenus dans le plus grand secret permettent à la police de comprendre enfin le fonctionnement de la Cosa Nostra et de lancer simultanément 395 arrestations. Ah oui, 395, ça fait un petit paquet de monde et le film se veut ultra réaliste, notamment pour le procès des fameux membres de la Cosa Nostra. Le maxi-procès à Palerme, moment le plus dense du film, mais aussi le plus réaliste. Buscetta est face à tous ses anciens partenaires de la mafia qui l'insultent et promettent sa mort. Le repenti explique tout le fonctionnement de cette organisation, ses arrangements avec les politiques. Un total de 2665 années de prison ont été prononcées, sans compter les peines de prison à perpétuité prononcées pour 19 chefs ou tueurs de la mafia.
Des révélations qui mettront fin donc à cette époque sombre pour l'Italie, même si la mafia est toujours présente en Italie. Buscetta, lui, bénéficiera d'une remise de peine, mais sera obligé de changer d'apparence pour ne pas être retrouvé. Ah ouais, donc comme dans les films d'espions, ok. Et 3000 années de prison pour tout le monde. Ça fait beaucoup. Merci Théo Grévin. Et vous pouvez retrouver bien sûr ce film sur vos différentes box et plateformes de VOD, de vidéos à demande, et légalement bien sûr. Toujours ensemble sur Fréquence ESJ. N'hésitez pas à réagir sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. D'ailleurs, si vous êtes resté dans une grotte ces derniers jours, vous l'avez au moins vu sur Instagram. En ce moment, il fait très beau, il fait chaud, le soleil est en train de s'installer tranquillement. Alors, même si ces derniers temps, la pandémie de coronavirus a décidé de ternir nos journées, Camille, notre blogueur mode, a décidé de colorer votre été en rose. Bonsoir Camille. Alors oui, mais non. En fait, c'est Camille 2LE parce que je suis une fille. Je comprends pas. Les gens croient toujours que je suis un mec alors que j'ai refait hier mes racines. Bref, vous l'avez très bien dit, joli garçon. Je viens vous donner mes conseils pour porter une robe rose. C'est chic, c'est tendance, c'est validé par la Fashion Sphere et nonobstant, j'ai appris ce mot tout à l'heure, je l'ai trouvé trop MDR. Donc nonobstant, c'est parfois difficile d'assumer le total look rose. Rassurez-vous les girls, votre caca national est là pour vous. Surtout que le rose, c'est un peu la couleur du gingembre. Voilà, j'ai donc sélectionné plusieurs inspirations pour vous aider à porter une robe rose cet été parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est fou, non ? Ok, super. Bah, tu ferais bien de prendre des notes, Baptiste, hein, ça te fera du bien. Allez, alors, c'est Baptiste, on raconte toujours Camille. Ouais, si tu veux. Allez, je suis trop contente, c'est parti. Allez, Camille, il doit bien exister plusieurs types de robes, hein. On peut toutes les porter ? Ouais, Camille 2LE toujours. Hein. Bien sûr que oui, grosse banane. À partir du moment où c'est rose, tout passe. Une robe avec les épaules dénudées, un dos nu, à motif, à franges, de soirée ou original. Moi, je dis oui, hein. Bah, oui, j'adore votre façon de prononcer les mots en plus. Et une fois que la robe est choisie, on met quoi au pied Camille 2LE ? Trop fastoche comme question. Vous pouvez casser le rose avec des bottines de couleur et si vous voulez ajouter une note rock'n'roll, bah les bottines rock, c'est top. Si vous comptez passer la journée à faire du lèche-vitrine, moi j'adore ça. Et eh bien préférez mes louloutes des baskets blanches ou d'une autre couleur, ça passe. Pour les plus coquines, moi je valide totalement les escarpins. Et enfin, pour les plus joueuses, une robe rose avec des sandales roses, moi je redis oui, hein. Bah écoutez, j'espère que les louloutes vous auront entendu en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur les robes roses, Camille ? Ah bah sympa, ouais. Toi tu dois être célib, c'est sûr. Hein. T'es aussi agréable qu'une tranche de pain périmée depuis 1 an. Bref, bien sûr que quand on parle de mode, il y a toujours des... Ouais, je suis en train de manger mes cheveux. Il y a toujours des choses à savoir, gros bêta. Par exemple, un t-shirt blanc sous une robe rose, c'est so sexy. Un perfecto avec une robe rose longue, c'est so bad girl. Un jean sous une robe rose, c'est so into the wild. Une robe rose ceinturée, c'est so secrétaire vilaine qui a fait tomber son stylo sous le bureau. Une veste imprimée avec une robe rose, c'est so musée du Louvre. Et une veste rose avec une robe rose, bah moi je redis oui, hein. Voilà, là j'ai fini, bolos. J'avais prévu de te donner les 10 commandements du style indémodable, mais tu m'as saoulé, donc parle à la main. Bah, désolé Camille, en tout cas de vous avoir saoulé, mais en tout cas merci à Alban Gamet de Saint-Germain en tout cas d'avoir revêtu l'habit de Camille 2LE pour ses conseils mode. Voilà, je sais pas s'ils sont tous à suivre. En tout cas, merci. Il faut rappeler qu'Alban est quand même un grand gaillard qui doit faire 1m90 et qui a une barbe. Donc voilà, si vous avez envie de suivre ses conseils mode, voilà, vous le faites comme vous voulez. En tout cas, c'est l'heure maintenant de retrouver encore une fois Florian Michelin, pas Michelin. On retrouve donc Florian qui donc répond, en tout cas commente vos réponses à un tweet qu'il a posé sur Twitter, Facebook et Instagram pour vous demander ce que vous pensiez de l'application Stop Covid qui vient d'être approuvée par l'Assemblée nationale. Florian, quoi de neuf ? Le gouvernement souhaite que le plus grand nombre de Français utilisent l'application. C'est pour ça que J'ai le sourire sur Twitter propose d'offrir une poule pondeuse pour toute installation de l'appli. Vous devez envoyer votre smartphone avec l'application installée. Il vous sera retourné avec la poule sous 69 jours au plus tard. Perso, je prendrai pas le risque d'envoyer mon portable. Rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Vous l'avez ? Excellent. Vraiment, là, je me gosse. Ça sent bien l'arnaque. Et on passe du coq à l'âne. Il y a Raoul de Thomas qui met tout...
Ah, c'est bon, je viens de l'avoir. J'avais un peu de temps de latence, mais c'est bon, je l'ai. Donc je disais, il y a Raoul de Toa qui met tout le monde dans le même panier. Oui, je vais la télécharger. C'est comme les vaccins. Ceux qui ne la prennent pas sont des assassins. Je vous laisse dégonfler le truc, Bastien. Et moi, j'arrête les jeux de mots. Allez, salut. Bah, vous êtes un peu une poule mouillée là pour le coup. Merci en tout cas Florent Michelin. J'arrête pas de vous appeler Michelin, je suis désolé. Michelin pour donc tous ces jeux de mots extrêmement vaseux qui font votre réputation. Et pour essayer d'oublier ça, on continue d'ailleurs avec la remplaçante de Florent Michelin puisqu'on retrouve Maître Philippine Rouvière-Flamand pour de nouvelles drôles de loi. Et cette fois, on vous conseille de faire attention à ce que vous emportez avec vous dans le train. Alors, visiblement, Philippine Rouvière-Flamand n'est pas avec nous. Peut-être qu'elle a un peu de mal à ouvrir son micro. Si, elle est bonne. C'est bon, elle est là. Philippine, on vous écoute. Donc, dans le train. Pour la SNCF, tout animal de moins de 6 kg doit lui aussi payer sa place. Par contre, pour les plus gros, c'est moitié prix. Allez savoir pourquoi. Cette loi est remontée à la surface en 2008 quand un voyageur qui transportait des escargots a eu une amende et a dû payer des billets pour ses petites bêtes. Heureusement, il s'est fait rembourser par la compagnie. Oui, on transporte des escargots en train. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, il s'est fait rembourser par la compagnie quelques mois plus tard, heureusement. Mais comme on n'est jamais trop prudent, n'oubliez pas de bien faire manger votre boule de poêle avant de prendre le train si vous voulez l'embarquer dans vos aventures ferroviaires. Parce qu'en dessous de 6 kilos, c'est plus cher. Eh ben, c'est hyper, c'est pas du tout sympa pour les tout petits chiens et les tout petits chats, mais bon, donc faites-les manger au maximum. Et aux États-Unis, attention cette fois-ci, mais aux batailles de boules de neige. Oui, parce que c'est à Aspen, dans le Colorado, il est illégal de faire des batailles de boules de neige parce que c'est considéré comme trop dangereux. Depuis la fondation de la municipalité d'Aspen en 1920, ça commence à dater, il est interdit de lancer toute forme de projectiles comme des pierres ou des bâtons. Et malheureusement, pour les habitants, les boules de neige en font partie. Et on parle mode maintenant avec une interdiction un peu particulière à la Barbade, donc l'île. Depuis 1980, il est absolument interdit de porter des vêtements à motif camouflage. À la base, c'était pour empêcher les membres des gangs de se faire passer pour des soldats habillés de la même façon et de commettre des crimes. Donc faites attention pendant vos prochaines vacances parce que d'ici là, le motif camouflage sera sûrement revenu à la mode. Donc faites gaffe en faisant les valises. Eh ben, en tout cas, si vous êtes chasseur, évitez en tout cas d'aller chasser à la Barbade. Et toujours dans le même registre, les Malaisiens aussi ont certaines restrictions vestimentaires. Depuis 2016, c'est interdit de porter des vêtements jaunes. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Parce que pendant des manifestations antigouvernementales, les manifestants portaient des t-shirts jaunes. Vous imaginez si c'était pareil avec les gilets jaunes en France? Plus le droit de porter son gilet, même si on est en panne d'essence sur l'autoroute, ce serait un beau bordel. Effectivement, Philippine. Et d'ailleurs, oui, le port du gilet jaune avait été restreint, en tout cas dans les manifestations. Merci, en tout cas, Philippine Rouvière-Flamand, pour ces nouvelles drôles de loi que vous nous présentez maintenant tous les soirs. Et n'hésitez surtout pas, pendant cette émission, à réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Dans quelques instants, on reçoit David Desclos, ex-braqueur qui a été en cavale pendant 5 ans et qui est maintenant comédien et humoriste. On en parle avec lui de son spectacle dans quelques instants. Et avant ça, vous en avez rêvé, il l'a fait. Yanis Darras vous parle d'économie dans Storytelling. L'Union européenne ne fera-t-elle bientôt plus qu'un seul et unique pays? C'est l'avenir qui semble se dessiner après l'épidémie de Covid-19. Mais Yanis, tout le monde ne semble pas prêt à s'unir de sitôt pour ce sujet fort passionnant. Bonsoir Bastien, j'aime quand vous me brossez dans le sens du poil comme ça, vraiment, c'est tellement agréable. Bon Bastien, vous le savez, on vit un moment historique. Je ne parle pas de l'épidémie de coronavirus, ça vous le savez. Non, je parle d'Europe. Les deux parents de l'Europe, la France et l'Allemagne, après des mois de disputes conjugales, ont enfin réussi à se mettre d'accord. Champagne, les deux proposent la création d'un fonds de relance afin d'aider les pays de l'UE en difficulté après la fin de la pandémie. 500 milliards d'euros vont être débloqués. Qu'est-ce que j'aimerais avoir cet argent sur mon compte en banque. Et pour la première fois... Ah oui, ça fait rêver. Et pour la première fois, les États n'auront pas de dette directe. À la place, la dette sera commune. Et ça, c'est chouette, Bastien. Ouais, c'est chouette. Et pour ce qui est de l'avoir sur le compte en banque, on pourra en parler avec le patron de la radio, Benjamin Poulain, qu'on aura le plaisir d'avoir tout à l'heure. Et en quoi ça marque un tournant dans l'histoire, ces 500 milliards d'euros, Yanis? Parce que pour faire simple, Bastien, au lieu que les États pauvres qui empruntent de l'argent s'appauvrissent en remboursant leurs dettes, là, tout le monde paiera la même chose. Très communiste, très stalinien comme idée, mais bon, ça va dans l'idéologie européenne. Et justement, la Commission européenne va encore plus loin. Elle souhaite débloquer 750 milliards d'euros
toujours sur le même principe de mutualisation des dettes. Sauf que vous vous en doutez, il y en a, ils sont pas contents, hein. Pas contents, Bah ouais, pas contents, j'imagine, ouais. pas contents. Ils sont un peu français, quoi. On va dire qu'ils ont le sang français qui coule en eux. Philippe Martinez, d'ailleurs, il faut qu'il sorte de ses corps maintenant. C'est plus possible. Et ils sont pas contents forcément parce qu'ils veulent absolument pas payer pour les autres. Hein. Belle mentalité de petits richoux du 6e qui ne veulent surtout pas profiter des bons côtés, mais surtout pas des avantages. On pense notamment aux Pays-Bas, par exemple, qui n'est pas content, mais qui est devenu, mine de rien, un petit paradis fiscal dans l'UE grâce aux règles européennes. Alors moi, je dis ça, je dis rien, Bastien. Bon, bah en tout cas, au pire, renommez votre chronique les conseils de placement offshore, Yanis, ce sera plus simple pour la prochaine fois. Vrai, merci en tout cas, Yanis Darras, de nous avoir parlé économie. Voilà, je ne pensais pas que ça arriverait un jour dans Storytelling, mais voilà, on parle un petit peu d'économie avec Yanis Darras, un sujet très sérieux pour un homme beaucoup moins sérieux. En tout cas, n'hésitez pas à réagir sur Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag FréquenceEJ. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent poser vos questions à David Desclos, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir David Desclos. Bonsoir, vous m'entendez bien? Comment allez-vous? Oui, je vous entends très bien. Ça va très très bien, merci de m'avoir invité, très très cool. Merci d'être avec nous ce soir. David Desclos, vous avez un parcours pour le moins très atypique, mais pour laisser la surprise à ceux qui nous regardent, on découvre, on analyse votre personnage, votre histoire, c'est votre portrait dressé par Axel Rebaud. Alors David Desclos, si votre vie était un film, j'y croirais pas, hein, tellement elle est invraisemblable, sauf que votre vie, elle est bien réelle et vous vous en êtes servi pour monter sur scène. Alors David Desclos, un peu une petite rétrospective, vous commencez doucement dans le crime, mais assez tôt, vous avez 7 ans quand vous êtes attrapé pour un vol à l'étalage, on fait une ellipse de quelques années et vous êtes devenu braqueur de banque, rien que ça. Des années 80 aux années 2000, vous devenez même très performant puisque, comme beaucoup, vous allez de banque en banque que vous braquez, mais vous finissez par vous faire choper. Mais ça vous arrête pas, hein. Vous parvenez à vous échapper. Seulement là, il vous faut quelque chose de plus gros. Et ce gros poisson, c'est justement le braquage de la Société Générale en 1998. Et oui, un certain regardez le foot à cette époque. Vous, David Desclos, vos yeux étaient alors rivés sur la selle des coffres. Mais la vie, c'est pas un film, hein, et l'opération finit malheureusement par échouer. Enfin, malheureusement, c'est pas vraiment. Hein. Vous vous faites à nouveau attraper, puis vous vous rééchappez. Bon, vous devenez un peu le Jean Valjean des braqueurs, j'ai envie de dire. Puis vous vous rendez à la police après 1 an de cavale. En prison, vous vous surprenez à jouer les grands frères avec d'autres détenus un peu plus jeunes que vous. Vous vous reconnaissez un peu en eux, vous les faites rire, et là, c'est le déclic. Si vous pouvez faire de la prévention avec ces jeunes délinquants à l'intérieur de la prison, pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas à l'extérieur ? Vous écrivez alors un spectacle en sortant de 5 ans de prison, faire rire en parlant du crime, ça paraît fou, et vous l'avez fait. Ça s'appelle Écroué de rire et c'est mis en scène par le rappeur Stomy Bugsy, avec qui vous deviendrez amis. L'histoire vraie de ce braqueur de banque a séduit le grand public. Il y a des rires, il y a de l'émotion et des leçons. 20 ans de votre vie que vous condensez en 1h20 de spectacle. Et avec Stomy Bugsy, la collaboration marche bien. Vous jouez à nouveau avec lui dans Un jour, j'irai à Détroit. On suit alors l'histoire de 2 prisonniers en novembre 1944, 2 soldats, un Français et un Américain qui partagent leurs cellules et leurs histoires. Beaucoup de votre vie dans ces personnages. C'est un show acclamé par les critiques et les spectateurs. Alors moi je vous dis, on a hâte de vous retrouver au théâtre, David Desclos, parce que pour une fois qu'on a une happy end à une histoire de braqueur, croyez-moi, on va la savourer. Merci Axel Rebaud. David Desclos, vous êtes plutôt satisfait de ce portrait, ça vous correspond ? Oui, ça me correspond, sauf que bon, je suis toujours, j'aime bien quand même remettre, pas braqueur, mais cambrioleur. Donc, même si c'est pas beau non plus de cambrioler, mais voilà, les braqueurs prennent des armes et nous, c'était sans armes et sans violence. Et bon, voilà, donc c'est juste cette petite rectification. Et puis aussi, dans Un jour, Gérard Détroit, il faut nommer aussi Cyril Guel. On est 3 dans Un jour, Gérard Détroit. Et donc, Cyril va nous écouter ce soir. Et donc, je lui fais un grand coucou à Cyril Guel, qui est le 3e, le prisonnier américain. Mais en tout cas, sinon, vraiment, chapeau bas. Il a fait vraiment un super truc. Je le félicite. Merci beaucoup. Merci encore, Axel, en tout cas. David Desclos, on me dit que votre caméra est peut-être un poil trop haute. Si vous pouviez la baisser un tout petit peu pour qu'on puisse vous voir un peu mieux à l'image. Voilà, normalement ça devrait être bon. David Desclos, en tout cas, on l'a vu avec le portrait d'Axel. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment, quand le David Desclos jeune, enfant puis adolescent, comment est-ce qu'il va vers le monde du banditisme ?
En fait, ça s'est fait assez naturellement. Malheureusement, j'ai grandi, voilà, entouré de personnes qui, comme moi, avaient les mêmes idées. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Et les anciens nous ont montré le chemin de comment se débrouiller. On n'avait pas d'argent pour manger ni pour s'habiller. Et donc, la seule solution, c'était qu'on nous a expliqué à l'époque, hein, voilà, et c'était d'aller voler, cambrioler. Et donc, on a suivi les anciens. Et si j'avais grandi à quelques pas de Tours, un peu plus loin, j'ai connu d'autres qui étaient aussi pauvres que nous, qui ont pris un autre chemin plus honnête, et je les félicite. Mais nous, voilà, le groupe qu'on était, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. On s'est tous poussés vers ce chemin du banditisme. Et puis, voilà, je pense. Vous avez commencé par des délits mineurs, vous le disiez tout à l'heure, vous avez cambriolé, voilà, des petits enfin en tout cas vous aviez volé de l'argent dans des coffres-forts de supérettes par exemple, des choses comme ça. Mais là où vous allez vraiment passer aux choses sérieuses, ça va être avec le braquage de la Société Générale de Caen, c'est ça? Oui, avant celui-ci, il y en a eu d'autres. On a commencé à s'attaquer de plus en plus au coffre-fort. Je me suis spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Donc, on neutralisait les alarmes, on rentrait dans les grandes surfaces, les banques, et on découpait les coffres-forts jusqu'à ce Noël 1998 où on a creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque. Pendant 4 mois, on a creusé un tunnel et on est arrivé à la salle des coffres. Voilà. Et pour une petite erreur de notre part, sur 5, on s'est fait attraper à 2. On s'est fait attraper qu'à 2. Et moi, au bout de 24 heures de garde à vue, je me suis évadé. Et donc, voilà. Et la cavale m'a servi. J'aurais pu empirer mon état pendant ma cavale, mais en fait, cette cavale m'a fait comprendre que j'étais vraiment sur le mauvais chemin. Et je voyais les gens tout autour de moi qui vivaient, qu'ils avaient fait attention à leur liberté. Et j'ai compris que dans la vie, il ne fallait pas faire attention que à sa santé, il fallait faire attention aussi à sa liberté. Et que c'était les 2 piliers de base pour réussir dans la vie. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu. Et alors que donc, vous êtes évadé, vous avez échappé à la vigilance de la police, vous le racontez très bien dans votre spectacle, Écroué de rire. Plus tard, vous allez décider de vous rendre vous-même. Oui, voilà, c'est comme je l'ai dit, au bout d'1 an de cavale, j'ai compris que j'avais mieux à faire que de rester dans ce monde-là. Je voyais les gens autour de moi. J'étais en Espagne, en Suisse, dans le sud de la France. J'ai été hébergé par des gens qui travaillaient, qui m'ont fait comprendre ce que c'était que la vie. Voilà, une autre vision de la vie, de ce que moi je vivais dans le quartier. Et là, j'ai senti que, et puis surtout pendant ma cavale, j'ai commencé à raconter aussi comment je me suis évadé à des gens de confiance, et pendant des repas, ils rigolaient, tout le monde rigolait à chaque fois que je racontais mes histoires, et je sentais que je pouvais faire rire, mais en plus que je pouvais passer en même temps des messages. Et arrivé en prison, je l'ai fait dans la promenade, et c'est en le faisant de plus en plus dans les promenades, les jeunes rigolaient, je leur envoyais des messages en même temps. Ils ont écrit dans la promenade du Comedy Club. Et là, c'était une évidence pour moi. J'ai compris que je pouvais faire quelque chose de bien en racontant tout ça avec humour et dérision. Tout le monde me disait d'écrire un livre ou de le faire en film, mais je voulais arriver de cette façon-là, d'une façon originale. C'est-à-dire d'arriver sur scène, toucher un public différent dans les théâtres, les one-man shows. Et voilà, je me suis découvert cette passion, ce truc. Si on m'avait dit ça avant que j'aurais fait, je lui aurais pas cru. J'étais vraiment pas destiné à ça. En fait, finalement, la prison, ça a vraiment eu un impact. Ça a changé un petit peu votre vie et votre mentalité. Ouais, ça a été vraiment. Les premières peines de prison, non, les premières peines, j'avais pas. En fait, c'est dès l'instant où j'ai eu le déclic. Et là, j'ai changé ma mentalité, j'ai changé ma vision. Et donc, sur les dernières peines, là, quand j'avais compris que je pouvais faire quelque chose de mieux de ma vie, eh bien là, j'avais une autre vision de tout ça. Et donc, la prison, là, de m'être rendu, de payer ma dette, je savais qu'arrivé dehors, j'allais faire quelque chose de mieux, que j'allais pouvoir faire quelque chose de bien de ma vie. Et pourtant, vous avez récidivé une fois après donc avoir été condamné pour le braquage. Vous êtes finalement retourné pour une affaire et vous aviez une dette d'honneur, c'est ça? Ouais, voilà, j'ai compris aussi, et c'est pour ça que c'est un message que j'essaye d'envoyer à tous les jeunes,
c'est que rentrer dans le banditisme, c'est une chose. Voilà, je ne vais pas dire qu'on y rentre comme un claquement de doigts, mais on y rentre assez facilement. Mais en sortir, c'est très très dur. Parce que tu as des dettes d'honneur, les gens avec qui tu grandis, avec qui tu es dans ce monde, n'ont pas les mêmes visions que toi. Si toi, tu as le déclic, eux ne l'ont pas forcément. Et donc, les quitter quand on s'est tous donné des paroles à la vie, à la mort, céder quand il y en a qui sont en prison, les autres dehors doivent les aider. Ben, quand toi, tu sors et que ceux qui sont en prison, qui sont encore en prison, quand toi, tu étais en prison, ils t'ont aidé, et que toi, tu as envie de changer de vie, bah, tu peux pas partir comme ça, quoi. Tu peux pas les laisser tomber. Tu ne peux pas les laisser tomber. Et donc tout ça, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre aux jeunes. Leur dire, ne faites pas l'erreur la vie, c'est pas un film, quoi. Parce que on pense que c'est, au début, ça paraît marrant, ça paraît joyeux. On prend des sommes d'argent, on prend des petites peines de prison. On pense que ça va être de la rigolade. Mais plus on avance, plus on se prend des plus grosses peines de prison. Et plus on s'enfonce dans le banditisme, et puis on a des dettes d'honneur, on a des dettes, voilà, et donc pour sortir. Juste dans quelques instants, on parlera du message que vous essayez de faire passer, en tout cas dans les prisons et sur scène. Mais avant ça, on retrouve Florian Michelin pour faire un petit tour du côté des réseaux sociaux et savoir ce que disent les internautes de vous, David Desclos. Florian. Bonjour David Desclos, et rebonjour Bastien. Oui, donc Philou, elle nous dit sur Twitter que vous êtes un personnage unique. Vous avez un passé de fou et tout ça sans violence ni sang et avec un code d'honneur. Bravo. Pour Popex, vous êtes le talent de la tesse, débrouillardise, charme, tchatch et culot. On a aussi Maghrebi sur YouTube. Pour lui, vous parlez mieux arabe que la plupart des maghrébins de quartier. Pour Samir, pendant 5 ans, sans que personne s'en aperçoive, vous étiez Norbert, commis d'office. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Il y a aussi le roi des méchants chauve qui s'est amusé à faire un dialogue tiré par les cheveux. Vous, David Desclos, vous dites « j'ai tenu 5 ans » et Patrick Balkany vous répond « petit joueur, trop mignon ». Et il y a un sujet qui revient souvent quand on parle de vous, c'est de faire une série Netflix sur votre vie. Alors, rêve ou réalité ? Eh ben, j'espère que ça va être une réalité parce que je suis justement en plein dedans, en plein pour parler avec des producteurs et tout. Parce qu'on a tapé Netflix comme ça, comme un claquement de doigts. C'est très très dur. Et justement, je suis justement en plein dans tout ça, quoi. Avec Stomy, on est, voilà, on espère. Je croise les doigts. Je vous souhaite que de la réussite en tout cas. Merci maître Florian Michelin pour ce petit passage du côté des réseaux sociaux. En tout cas, David Desclos, on a hâte de voir une série sur votre histoire parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. On le rappelle, vous aviez commencé à monter sur les planches, sur scène, alors que vous étiez en cavale, que vous étiez censé être en prison. À ce moment-là, vous vous rendez compte du risque que vous prenez en montant sur scène ? Ben, disons que je connaissais, c'est sans prétention que je vais dire ça. C'est toute la vie que j'ai eue, toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Je connais tout sur le bout des doigts. Je savais que en montant sur scène en disant le nom de Pinlu, l'envers de Lupin, même s'il y avait eu des policiers dans la salle, ils auraient été loin de se douter que j'étais en cavale ou quoi. J'étais pas non plus Antonio Ferrara. J'étais pas voilà, j'étais très recherché quand même, connu dans le domaine, mais voilà, c'était un pied de nez. Et puis j'avais vraiment pas peur et ça me faisait rire aussi en même temps et je savais que je faisais quelque chose de bien, quoi. Tous les passages, raconter mon évasion tout en étant en cavale sur scène, ça plaisait au public, ça me plaisait à moi, les gens applaudissaient, ils me demandaient la suite, ils disaient non, je peux pas, et j'avais le culot de dire non, je peux pas, je suis en cavale, je dois partir. Donc les gens rigolaient. Ils pensaient que c'était marrant, que c'était connu, mais en fait c'était la réalité, c'était vrai, quoi. Effectivement. Mais je veux dire aussi, Florian l'a dit tout à l'heure, vous faisiez tout sans armes ni violence. On vous a appelé le Spadjari de Caen pour ça. Mais ensuite, après le spectacle, vous avez voulu aussi vous investir au niveau des prisons et vous faites des interventions dans des prisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là-bas ?
Alors, on fait quelque chose vraiment de très très bien. On en est là à une petite quinzaine de prisons déjà de fait, autant des prisons du Sud, du Nord, de Paris. On va en prison avec Stomy Bugsy, moi, Marie-Ange Larosa, ma femme Nora. En fait, on vient délivrer un message et chacun de nous a de belles choses à dire. Moi, j'ai mon expérience. Stomy a la sienne. Marie-Ange Larosa, c'est une ancienne victime. Une victime qui a été braquée il y a 14 ans chez elle, à son domicile, et qui vient apporter un message pour les victimes. Parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas que parler de la réinsertion des détenus. Il faut aussi parler des victimes, sinon on va diviser la France. Beaucoup de gens diront c'est bien joli d'essayer de réinsérer les jeunes et tout, mais il faut penser aussi aux victimes, il faut donner la voix aux victimes. Et ce qui se passe entre les victimes et les détenus en prison est tout simplement magique. Ce que les détenus disent aux victimes et ce que les victimes disent aux détenus, franchement, il y a vraiment beaucoup d'émotions, de messages. Et on est vraiment super fiers de ça. Et j'ai ma femme Nora, parce qu'il y a un grand message aussi pour toutes ces femmes, les mamans, les femmes qui attendent, et même il y a même des papas qui vont voir les détenus aussi. Mais voilà, toutes les personnes qui ont des êtres chers en prison et donc qui attendent pendant des années. Une femme qui attend pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ma femme m'a attendu pendant 5 ans sur la grosse peine. Et ça, donc, c'est quelque chose de très important que les détenus, ils le vivent, hein, ils le savent, mais que Nora vient expliquer que voilà, c'est très dur aussi pour eux. Et donc, le message est vraiment complet parce qu'on apporte de l'émotion, on apporte du message, et Écrou et de rire vient apporter aussi de l'humour. Mettre de l'humour dans tout ça parce que je finis par le spectacle et tout, on fait rire et je fais rire avec ce qu'ils vivent parce que dans le spectacle, je raconte vraiment des moments qu'eux ils vivent. Par exemple, comment ça se passe, les cris par la fenêtre, les co-détenus. On tombe sur des co-détenus très très fantastiques. Quand je raconte les co-détenus, ils ont l'habitude ils ont l'impression de l'avoir vécu aussi, quoi. Enfin, ils l'ont vécu. Que je raconte leur anecdote à eux parce que c'est quasiment tout le temps le même genre de personnage. En tout cas, tout ça, on peut le retrouver dans votre spectacle. Malheureusement, avec la crise du coronavirus, vous ne pouvez plus le jouer. Vous nous avez parlé donc d'une série qui serait en préparation, notamment avec Netflix. On l'espère en tout cas pour vous. C'est quoi les projets maintenant? C'est retourner sur scène au plus vite? Oui, on espère. Là, on attend les décisions de réouverture du théâtre. Mais surtout, on attend l'évolution du Covid parce que s'il y a une deuxième vague, les gens ne sont pas prêts non plus, et moi le premier, hein, si on me disait à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas encore assez sécurisant de dire, même que ce soit au cinéma ou au théâtre, on va pas y aller pour l'instant. Il faut attendre d'avoir un bon retour, vraiment savoir si ça s'est vraiment calmé au niveau de ce virus, quoi. Et au niveau du confinement, pour quelqu'un qui a passé une partie de sa vie en cavale, à vouloir absolument éviter l'enfermement, ça s'est passé comment pour vous? Alors je dois reconnaître, il faut que je sois franc, ça s'est super bien passé. J'ai fait ça vraiment. Parce que juste avant le confinement, je jouais 2 pièces de théâtre en même temps. J'avais mon livre aussi, j'avais la promotion de mon livre, David Desclos, une histoire vraie chez Flammarion. Je le place en même temps, je le dis. Mais c'est vrai, j'étais bourré. Je courais à 100 à l'heure, j'étais à 100 à l'heure, je rentrais à des 3 heures du matin. Et là, le confinement m'a fait à la fois me reposer et repartir dans l'écriture, m'occuper, profiter de mes enfants, de ma femme et tout. Et comparé aux années de prison que j'ai fait, le confinement, je l'ai super bien vécu, quoi. J'ai trouvé ça. Alors, le plus important, c'est de faire attention, de ne pas tomber malade et de rendre hommage à tous ces gens qui, eux, les infirmiers, les éboueurs, les routiers, tout le monde. Mais nous, franchement, moi, j'ai un message à dire. J'ai essayé de le dire. C'est de dire, profitez de ce temps pour qu'il soit utile. Comme quand on était en prison, comme ce que je dis à tous les détenus. Profitez de ce temps parce que, voilà, apprenez à comprendre le temps. Regardez, 1 an derrière, c'était hier, 1 an devant, ce sera demain. Le temps passe tellement vite qu'il faut profiter de ce temps pour en faire quelque chose d'utile. Et c'est ce qu'on a fait avec Stomy. On a écrit, on a pris ce temps pour écrire avec Nora, avec ma femme. On a écrit beaucoup. Et j'ai profité de Nora et mes enfants. Et donc, moi, le confinement, je l'ai super bien vécu, quoi.
Bon, bah en tout cas, on a hâte de voir tout ça, de voir tous vos nouveaux projets. Donc voilà, que vous avez pu travailler pendant le confinement. Et on espère vous revoir très vite sur les planches dès que des théâtres français, dès que les conditions sanitaires le permettront. Et puis aussi, peut-être bientôt dans une série. En tout cas, merci encore à vous, David Desclos, d'être venu nous parler, en tout cas, de votre histoire. En attendant, merci à vous et bonsoir. En attendant, on est ensemble pour encore un quart d'heure. N'hésitez surtout pas à réagir sur tous les réseaux sociaux de Fréquence EJ. Merci à vous, David Desclos. Bonne soirée. On retrouve à nouveau notre chef, maintenant Mathilde Couvillère-Flornoy. Cette fois-ci, on parle d'une recette sucrée apportée à un pique-nique. Comme ça, le repas sera complet. Et c'est en plus une recette qui est de saison, Mathilde. Oui, en effet, c'est une recette de saison que je vous propose de réaliser aujourd'hui puisqu'il s'agit du clafoutis aux cerises. La saison des cerises, c'est justement en ce moment puisqu'on les récolte en général entre mai et juillet au plus tard. Et le clafoutis, pour ceux qui ne vous verrez pas ce que c'est vraiment, c'est une sorte de flan avec des fruits. Voilà, exactement. Et vous allez voir, c'est très facile à faire. Pour réaliser cette recette, vous devez laver et équeuter 600 g de cerises. Vous pouvez aussi enlever les noyaux si vous le souhaitez, mais dans la recette originale du clafoutis, on les laisse. Puis dans un saladier, oui, voilà, c'est ça. Et puis dans un saladier, vous mélangez 100 g de farine, 60 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Ensuite, vous ajoutez 40 g de beurre fondu et 4 œufs. Vous mélangez le tout, vous incorporez petit à petit 20 centilitres de lait jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse et assez liquide. Et dans un plat à tarte, vous mettez du beurre pour que le clafoutis ne colle pas et vous disposez les cerises un peu partout dans le plat. Vous versez la pâte sur les cerises et vous pouvez mettre au four pendant 25 minutes. Et dès que c'est prêt, vous pouvez ajouter du sucre glace sur votre clafoutis. Eh ben merci Mathilde, c'est hyper précis comme recette et pour la réaliser, cette recette. Et maintenant, vous nous donnez quelques infos sur ce fruit excellent que sont les cerises. Oui, et plus précisément sur les noyaux de cerises. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la recette originale, il fallait garder les noyaux. Alors oui, vous pouvez… Ah, mais ça ne doit pas être pratique pour la manger. Bah voilà, c'est ça. Et puis surtout, faites attention à ne pas les avaler parce que vous pourrez vous étouffer. Et en plus, le pique-nique tournerait mal si vous prévenez personne. Donc ce ne serait pas le but, quoi. Après, je vous rappelle que dans tous les cas, même si c'est intentionnel, il ne faut pas manger les noyaux de cerises. Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il y en a qui le font. Oui, oui. En 2017, un Britannique en a trop mangé et a fini à l'hôpital car les noyaux de cerises contiennent de l'amygdaline. C'est une substance qui se transforme en cyanure, donc c'est du poison. Ah oui, d'accord. Voilà, et à haute dose, ça peut être mortel. Eh ben, écoutez, oui, donc n'avalez surtout pas les noyaux de cerise. Merci pour le conseil, Mathilde. Et il vaut mieux mettre du coup les noyaux de cerise de côté, ça peut être utile. Oui, vous pouvez les garder par exemple et les mettre dans une tête d'oreiller pour en faire une bouillotte. Si vous avez mal quelque part, voilà, c'est ça. C'est un peu une recette de grand-mère, mais vous faites donc votre coussin à noyau, vous le mettez au micro-ondes pendant 2 minutes et après vous pouvez soulager toutes vos douleurs. Ah ouais, ça garde la chaleur comme ça. Bah écoutez, merci du conseil. Merci en tout cas pour cette bonne idée aussi. En tout cas, si la cerise vous effraie, vous pouvez la remplacer par d'autres fruits dans le clafoutis comme des framboises, des abricots ou des pêches. Et je rappelle que toutes les recettes de Mathilde Couvillère-Flornoy, de notre chef, sont disponibles sur le site de Fréquence ESJ. Dans un instant, Benjamin Poulain, le grand patron de Fréquence ESJ, évoque les nouveautés de notre antenne pour notre plus grand plaisir. Avant ça, on retrouve le conseil de surveillance des artistes de Manon Blangis. On parlait tout à l'heure de Tupac et Dr. Dre. Eh bien, sur le tournage du clip de California Love, à l'époque, il y avait un enfant qui est aujourd'hui un grand rappeur, c'est Kendrick Lamar. Manon Blangis, vous nous révélez les secrets de Loyalty en featuring avec Rihanna. Ça paraît logique, Loyalty parle de loyauté et même d'honnêteté dans des relations amoureuses, mais aussi dans la vie en général. Ce qui paraît moins logique, par contre, ou du moins qu'on ne remarque pas, c'est qu'il y a un sample d'une chanson dans Loyalty. Bastien, est-ce que vous savez laquelle? Je vous donne un indice, c'est du Bruno Mars. Grenade, je sais pas, je suis très mauvais en Bruno Mars. Non, mais en même temps, c'est assez dur à deviner, je vous l'accorde. C'est le début de 24K Magic. C'est Terrace Martin, l'un des producteurs et auteurs de Loyalty, qui y a pensé. En fait, il a expliqué à The Fader qu'il bossait sur un sample de cette musique, 24K Magic, avec d'autres artistes, et il s'est dit: je vais la rejouer, l'inverser, changer le ton et ajouter une troisième harmonie. Mais attention, la faire toujours sonner comme l'original, mais avec un son différent. Voilà, donc on change tout. C'est autant modifié, c'est impossible de la reconnaître en fait. Exactement, on change tout, mais on garde quand même l'original. Hein. Moi, j'en ai vu des choses au CSA, mais ça, c'est dans mon top 10 quand même des idées les plus improbables. Et Terrace Martin n'est pas le seul producteur sur la chanson. Il y a aussi Soundwave et DJ Dai.
DJ Daï ajoute la batterie, on l'entend aussi chanter rapidement avec Kendrick Lamar, et il a expliqué que Terrace avait donc trouvé la boucle musicale, mais c'est Soundwave qu'il a ensuite coupé et en a fait un motif. Tout se met donc en place, mais il manque quelque chose, ou plutôt quelqu'un dans cette histoire dont on n'a toujours pas parlé. Bastien Cochet, à votre avis, qui ? Alors déjà, il manque quelqu'un, mais surtout, il y a quelqu'un qui s'appelle Terrace dans le projet, du coup, ça me paraît Oui. un peu farfelu. Moi qui aime bien Kendrick Lamar, c'est Rihanna qui manque encore dans le projet. Exactement, Rihanna. Et bien, au moment où ils ont commencé à mettre les basses, Kendrick a eu une révélation. Je vais mettre Rihanna sur ce morceau. Alors, il avait toujours voulu travailler avec elle. Donc, ils ont fait la chanson en fonction de sa venue pour que ça soit plus simple, en fait, pour elle de poser ensuite sa voix dessus. Ils étaient assez confiants quand même sur sa venue. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la première collaboration entre Kendrick Lamar et Rihanna. Il a eu de la chance sur ce coup-là, mais le refrain, il reprend aussi des paroles de Jay-Z dans la chanson Get Your Mind Right, Mammy. It's a secret society, all we ask is trust. Traduction, c'est une société secrète, tout ce qu'on demande, c'est la confiance. Ce sont des paroles que Kendrick avait déjà utilisées dans une autre chanson, The Hurt Part 2. C'est définitivement des paroles qu'il aime bien. Donc vous avez compris comment faire, j'espère, pour entrer dans le cercle d'amis de Kendrick Lamar. La confiance avant tout. Merci Manon Blangy, je suis content de voir que vous avez un aussi bon accent que moi, en tout cas anglais. Et ça fait maintenant plus de 3 ans que Kendrick Lamar n'a pas sorti d'album, malheureusement, mais le patron de son label, Anthony Tefis, a rassuré tous les fans il y a une semaine en postant un message: soyez patients, le roi Kendrick sera bientôt de retour. On l'espère en tout cas très vite. Merci Manon Blangis pour ce nouveau épisode du CSA. Et pour finir cette émission, je reçois quelqu'un que vous pouvez entendre tous les vendredis soirs dans Time Break et qui a aussi un rôle très important pour Fréquence EJ, puisque tout simplement, c'est le grand patron Benjamin Poulain. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Bastien, j'aime beaucoup quand vous dites ça. Voilà. Bonsoir Benjamin, donc je vais le redire encore une fois, le grand patron de Fréquence EJ. Merci. Et vous venez ce soir pour nous parler de nouveautés sur l'antenne de Fréquence EJ. Oui, parce qu'évidemment, Fréquence EJ évolue en permanence. Et vous le savez, on a, en plus de Fréquence EJ, on a trois radios qui font partie du bouquet. On a Fréquence EJ Lounge, on a Fréquence EJ Gold, donc la musique des années 80 et 90. Et il y a également Fréquence EJ Friendly qui a été lancée il y a maintenant presque un an, lors de la dernière marche des fiertés. Eh bien, nous allons lancer 2 nouvelles radios. Une là qui est en test là, qui s'appelle donc Fréquence EJ Millennium. C'est donc le meilleur. Et parfois même le pire. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur Fréquence EJ Millennium? Et bien sur Fréquence EJ Millennium, c'est le meilleur et parfois le pire des années 2000 à 2009. Et également, ne ratez pas le dimanche, la dernière heure du week-end en fait, de 23h à minuit, il y a le meilleur des années 2000 à 2009 en live. Donc c'est Fréquence EJ Live. Et puis une deuxième radio qui sera lancée très 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 bientôt, qui s'appelle Fréquence EJ Cinéma. Alors je vous laisse imaginer ce qu'il va y avoir dessus. On va pas projeter des films. Je vous vois Bastien, je sais très bien que vous voulez regarder des films à la radio. Eh bien non, on pourra écouter des musiques de films et il y aura aussi toutes les heures des chroniques cinéma. Il y aura également les infos sur cette radio et puis une fois par semaine une émission qui sera présentée par quelqu'un qui fait partie de l'équipe et qui s'appelle Axel. Voilà, une émission qui sera autour du cinéma. Donc. Voilà, Axel Rebaud Axel Rebaud, qu'on a pu entendre tout à l'heure faire le portrait de David Desclos, donc qui fera une émission sur le cinéma, donc sur l'antenne de Fréquence EJ Cinéma. Comme quoi tout arrive. Vous êtes méchant avec lui quand même, soyez gentil avec Axel Rebaud. En tout cas, moi j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler cette émission. En tout cas, quand vous dites il y aura des musiques de films, est-ce que ce sera des musiques originales ou alors des musiques populaires qu'on peut entendre dans les films? Il y aura un petit peu de tout, mais il y aura surtout des musiques qu'on connaît extrêmement bien et ça nous permettra de voyager en écoutant Fréquence EJ. Sachez que Fréquence EJ Millennium, vous pouvez d'ores et déjà l'écouter. Vous allez sur le site de Fréquence EJ et vous allez sur l'onglet radio et vous pouvez cliquer sur écouter Fréquence EJ Millennium. Donc vous pouvez l'écouter en avant-première parce qu'elle est toute neuve. Elle a été lancée à 1h du matin cette nuit et Fréquence EJ Cinéma arrive très 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 bientôt. En tout cas, on a hâte et merci Benjamin Poulain pour ces informations. En plus, toutes ces nouvelles web radios ont été montées pendant le confinement. Ça a été une période assez spéciale pour Fréquence EJ de continuer à faire les émissions. Comment ça s'est passé ?
Je crois que vous l'avez bien remarqué, Bastien, pendant ce confinement, on n'a pas pu aller dans notre grand et beau studio. Par conséquent, en fait, on a dû se... Oui, il nous manque, mais on espère le retrouver rapidement. Donc, on a dû s'adapter en urgence et en fait, on a créé une émission donc pendant toute la période du confinement qui s'appelle Sortez dedans, qu'on pouvait retrouver en vidéo sur Facebook, et également une quotidienne également qui s'appelle Sortez dedans. Le Talk, une émission de débat en direct cette fois sur Fréquence ESJ. Et puis là, on continue de s'organiser en respectant tout ce qui est gestes barrières et puis les conditions sanitaires. C'est-à-dire qu'en fait, nous faisons 20h l'invité et nous faisons également storytelling de chez nous. Effectivement. Merci en tout cas, Benjamin Poulain, d'être venu pour nous parler de ces nouvelles radios qu'on a l'impatience, en tout cas, de découvrir les nouvelles émissions aussi qui vont arriver. Merci à vous, Benjamin Poulain. Alors, Benjamin Poulain a oublié visiblement de lancer un jingle puisqu'il réalise aussi cette émission. Mais Storytelling, c'est déjà fini. Voilà, désolé en tout cas pour vous, mais merci en tout cas de nous avoir suivis pendant cette émission. Merci à David Desclos d'être venu nous parler de son spectacle Écroué de rire et de tous ses projets. Sa série, on l'espère bientôt, qu'on espère voir bientôt, et puis on espère lui le revoir sur les planches des salles de France. Merci également à toute la rédaction de Fréquence ESJ de continuer à nous divertir et à vous informer tout en continuant à respecter les recommandations sanitaires. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, Lord Esperanza n'a pas pu venir comme on l'avait annoncé ce soir, mais il devrait être notre invité la semaine prochaine. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux. En attendant, le prochain rendez-vous sur Fréquence ESJ, c'est vendredi soir avec Time Break de 21h à minuit pour 3 heures de talk et de débat sur Fréquence ESJ. Également, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Instagram, Facebook, Twitter, à vous abonner à nos pages et à voir nos reportages sur la page Facebook de Fréquence ESJ. Et petite nouveauté, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Fréquence ESJ pour aller voir nos web radios, notamment Fréquence ESJ Millennium, une radio 100% type des années 2000. Allez donc faire un tour là-bas. D'ici là, prenez soin de vous et passez une très bonne soirée sur Fréquence ESJ. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.